Hello tout le monde, bienvenue dans un épisode spécial Feel Good. Les épisodes Feel Good sont des interviews avec des professionnels entrepreneurs qui nous racontent leur parcours de positivité dans le développement de leur business. Ce sont aussi des professionnels qui nous racontent comment leur activité contribue au développement personnel et à vivre mieux chaque jour. C'est avec une attitude positive et en croyant en eux que ces personnes ont réussi à poursuivre leurs objectifs. Elles ou ils nous racontent leurs histoires. C'est maintenant dans un épisode Feel Good. On a parfois l'impression d'avoir tourné la page, d'avoir compris ce qui nous est arrivé, et pourtant, certaines peurs restent là. Certaines réactions reviennent encore et encore, comme si une partie de nous était restée bloquée dans le passé. Et si le problème n'était pas en fait un manque de volonté de votre part, ni de votre développement personnel, mais simplement un cerveau qui n'a pas encore réussi à retraiter certaines expériences. Aujourd'hui, je reçois Laetitia Léonard, praticienne en EMDR, hypnose et thérapie brève. Dans cet épisode, nous allons découvrir ce qu'est réellement le MDR, comment cette méthode fonctionne et ce qu'elle n'est pas et surtout comment elle peut nous aider à nous libérer de peur, de traumatisme, d'angoisse ou de blocage qui nous empêchent d'avancer sereinement dans notre vie. Alors, installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello Laetitia, comment vas-tu? Hello Andy, je vais bien, merci et toi? Ça va super bien, merci d'intervenir dans le podcast de Feel Positive. Je suis contente de t'avoir parce que j'ai pu voir que tu fais plein de choses et aujourd'hui on va se focus sur le MDR et j'ai hâte que tu puisses m'en apprendre plus parce que je suis complètement inconnue à ce que c'est. Ok, super, merci beaucoup de l'invitation surtout. Je suis ravie de pouvoir pour une fois passer derrière le micro de l'autre côté et Oh non pas oui. comme intervieweuse. Donc, c'est chouette aussi, merci pour l'expérience. Bah, avec plaisir. Donc, on va rentrer vite dans le vif du sujet. Est-ce que, avant qu'on parle de l'EMDR et tout ce que c'est, tu peux déjà te présenter en quelques mots et nous dire ce que tu fais? Oui, bien sûr. Donc, je m'appelle Laetitia Léonard. Je suis psychopraticienne. Alors, je fais différentes choses, mais vraiment principalement des approches de thérapie brève. Pour certains, ça parlera et pour d'autres, on en dira un peu plus tout à l'heure. Donc, j'accompagne des personnes qui ont besoin de dépasser des peurs, des phobies, des souvenirs douloureux, parfois traumatiques, avec l'aide d'outils de thérapie brève comme le MDR, l'hypnose, parfois aussi les fleurs de Bach et d'autres choses que j'ai dans ma boîte à outils. Et puis, je suis aussi podcasteuse à côté. J'ai le podcast Secret de Polichinelle dans lequel je donne la parole à d'autres praticiens du bien-être. Quand on parle de thérapie brève, en fait, ça va être du coup tout ce que tu viens de citer, donc tout ce qui est hypnose, EMDR, fleur de bac, toutes ces thérapies qu'on va dire hors du traditionnel, c'est ça? Oui, tout à fait. C'est effectivement, c'est des choses qui sont apparues un peu plus récemment aussi, et puis qui sont complémentaires d'une approche. Ça remplace pas un suivi médical, hein, c'est vraiment complémentaire d'approches plus conventionnelles. C'est un peu différent de ce qu'on connaissait avant. On est un pays où on a beaucoup Mhm. connu tout ce qui était psychanalyse et psychothérapie, qui fonctionne toujours. Et ça vient regarder un peu plus comment on est impacté dans notre vie au présent. On s'intéresse un peu moins à ce qui se passe dans le passé, on va un peu moins fouiller, tu vois, chercher les causes. On va Mhm. regarder plutôt comment on est impacté dans notre présent, comment on est freiné et comment on peut justement aller chercher des ressources pour dépasser ça. D'accord, ouais, je vois exactement. Et effectivement, j'avais eu un peu aussi avec cette expérience avec l'hypnose ou bien même les fleurs de bac. Donc, ok, je vois. Est-ce que tu peux me dire un peu comment t'en es arrivé à choisir ce chemin-là aujourd'hui, à faire de la thérapie brève? Oui, j'ai toujours été passionnée par l'humain, très curieuse, vraiment à la découverte, tu vois, j'aime beaucoup comprendre, apprendre. J'ai eu la chance de grandir dans un milieu déjà multiculturel, donc j'ai déjà été très vite sensibilisée à des manières de faire différentes, à des cartes du monde différentes, tu vois, entre l'Europe, l'Afrique, l'Amérique. Et donc ça aussi, ça m'a sensibilisée beaucoup à, voilà, à comment on peut être différent et vivre ensemble, tu vois, dans cette société, sur cette planète. Et c'est vrai qu'avant, quand j'étais dans le monde de l'entreprise, j'étais beaucoup dans l'humain. Je faisais du management, mais voilà, très humain. Alors, c'était un peu à contre-courant parfois, hein, de management qui était un peu plus dans la performance pure et dure. Et justement, à un moment donné, j'ai quand même eu une frustration par rapport à ça. Moi, j'aimais vraiment pouvoir aider mon équipe à monter en compétences, à évoluer, tu vois, à apprendre. Et c'est vrai que pour moi, ça ne me suffisait plus. Alors, au départ, j'y suis rentrée un peu par la carte, quand j'étais encore manager, ce qu'on appelle la programmation neurolinguistique, que peut-être certains connaissent, qui sont un peu comment nos pensées, nos émotions, tu vois, affectent nos comportements. Et j'ai trouvé ça passionnant. Et après, je suis un peu tombée dans la marmite. J'ai commencé par lancer un podcast en 2020 pour donner la parole à d'autres praticiens du bien-être parce que finalement, tout ce domaine du bien-être m'intéressait beaucoup. Je voyais bien que
on était dans une société où tout allait un peu trop vite, tu vois, et qu'on avait besoin de ralentir, qu'on avait besoin de... j'en ai fait l'expérience pour moi aussi à titre personnel. J'ai découvert l'hypnose, j'ai découvert la méditation de pleine conscience. Et tout ça m'a amené à vouloir me former un petit peu plus jusqu'au jour où je me suis dit, non, mais là, en fait, j'ai vraiment envie d'aider les gens, tu vois, aussi Mm. de pouvoir leur proposer d'autres outils, puisque je voyais bien que parfois les approches traditionnelles ne suffisaient pas. Donc voilà, on aura l'occasion d'en reparler peut-être pendant l'épisode, notamment tout ce qui est traumatologie, qui est assez récent, et on a commencé à comprendre que la parole ne suffisait pas forcément, qu'il y avait des choses qui avaient besoin de passer par le corps. Et donc là, voilà, j'ai eu envie d'aller sur cette route-là, et puis de me lancer après à temps plein, ce que je fais maintenant, et qui me rend très heureuse. Je suis ravie de pouvoir aider les personnes à dépasser leurs peurs et leurs phobies pour que ça ne les freine plus au quotidien. Et ça fait combien de temps du coup que tu fais ça à temps plein? Ben là, à temps plein, ça fait un peu plus de... Maintenant, ça fait 2 ans et demi. Ouais, deux ans Mm. et demi que je le fais vraiment à temps plein parce que clairement, c'était pas compatible avec une activité de manager, tu vois, à Oui. responsabilité. Et donc voilà. Ouais, je le fais en cabinet à Paris et en visio. Et ça fonctionne tout aussi bien en visio d'ailleurs, hein. On est formé aussi à ça. Et c'est vrai que ça peut être pratique de ne pas avoir besoin de se déplacer, soit parce qu'on habite dans un endroit où on n'a pas Ouais. toujours les praticiens qui sont bien, soit parce qu'on n'a pas le temps aussi, tu vois, avec nos emplois du temps. Et puis effectivement, aujourd'hui, je pense que la majorité tu vois, des thérapies ou autres se font également en visio. Ça permet vraiment de toucher aussi notre audience qui préfère être en digital, entre guillemets. Donc, Tout au à moins, c'est fait. accessible Ouais. pour tout le monde. On va se focus un peu sur la partie aussi EMDR, comme je disais. Est-ce que tu peux peut-être, pour commencer, expliquer ce que c'est exactement le MDR? Ouais. Ouais, avec plaisir. Alors, le MDR, donc c'est un acronyme anglais. Je pense que tu le remettras peut-être en description pour les gens qui veulent aller voir, hein. C'est l'Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Donc, en gros, c'est de la désensibilisation et de la reprogrammation. Alors, techniquement par des mouvements oculaires, mais en fait, je vais expliquer, on ne fait pas que des mouvements oculaires. C'est surtout une approche qui aide le cerveau à retraiter, tu vois, certains souvenirs ou certaines expériences qui continuent à avoir un impact dans notre présent, tu vois, qui ont été douloureuses et qui, pour, on ne sait pas forcément pourquoi, ont été classées par le cerveau comme traumatiques. En gros, c'est des choses qui après vont générer de l'évitement. Tu vois, par exemple, d'où les peurs, les phobies. Tu vas pas faire certaines choses, tu ne vas pas aller dans certains endroits, Mm. tu vas arrêter de prendre l'ascenseur, tu vois, tu vas pas vouloir prendre l'avion. Ou des situations d'hypervigilance, d'hypercontrôle, où tu sais, tu as besoin de tout anticiper, tu as vraiment peur de plein de trucs. Et, euh, et donc, tu as ces comportements-là, voire parfois des émotions disproportionnées, tu vois, de colère, de peur qui se déclenchent à des moments où tu te dis, bah, ça n'a pas lieu d'être, ou voilà, quelqu'un va te dire quelque chose, ça va t'activer. Et donc, en fait, on s'est rendu compte, effectivement, ces dernières années, avec cette approche, c'est une approche qui a été mise en place par une psychologue américaine, Francine Shapiro. C'est très chirurgical et très neuroscientifique dans l'idée. Donc, peut-être que tu voudras que je détaille un petit peu plus après, mais en tout cas, ça aide vraiment le cerveau à faire la différence entre ce qui appartient au passé et ce qui se passe aujourd'hui. Tu vois, faire le tri pour pouvoir continuer à prendre des décisions rationnelles, avancer plus sereinement dans son quotidien. Est-ce que, attends, j'ai une image en tête. Est-ce que c'est la pratique où justement tu bouges ton doigt là de droite à gauche, c'est ça? Ouais, bah Ah. justement. Alors, je vais en profiter pour expliquer ça parce que peut-être que certaines d'entre vous ont vu sur TikTok ou Instagram qu'on faisait bouger les yeux. Alors, ce n'est pas aussi simple que ça, mais effectivement, il y a un sujet, c'est qu'on fait des mouvements bilatéraux, donc droite et Mhm. gauche, alternés. Pourquoi on fait ça? Parce qu'en fait, pendant ton sommeil, tu as une phase qui s'appelle le sommeil paradoxal, où tu Mhm. as tes yeux qui bougent justement de droite et de gauche pour décoder les souvenirs de la journée. Et on s'est rendu compte que à ce moment-là, ton cerveau, il est en mode bibliothécaire, tu vois, il va trier les événements, il va dire, OK, ça va dans la mémoire autobiographique, ça va dans telle, tu vois, la mémoire sémantique, etc. Et en fait, on cherche à recréer ça. Justement, on se dit, tiens, à un moment donné, on ne sait pas pourquoi, il y a des événements qui sont classés comme traumatiques, tu vois, au lieu d'être juste des événements désagréables. Et on veut réencoder, en fait, on veut relancer ce processus qui se passe le soir pour reprogrammer de la ressource, par exemple, remettre un peu plus d'apaisement, de détente, tu vois, je te donne un exemple comme ça, ou pour désensibiliser ce qu'on appelle des déclencheurs. Par exemple, tu vas me dire que à chaque fois que on me regarde, tu vois, quand je dois faire une présentation, je me sens pas bien, il y a un truc, tu vois, j'arrive plus à parler, etc. Ça, typiquement, c'est un déclencheur qu'on va pouvoir aller désensibiliser. On va pas aller revivre un événement dans le détail, Ah. mais on va aller, voilà, on va aller le désensibiliser en sécurité, on va aller désensibiliser surtout les émotions et les sensations corporelles qui sont encore présentes, qui sont inconfortables. Et pour ça, certains praticiens vont faire bouger les yeux. Ça peut vite être fatigant. Donc nous, on utilise plutôt aussi dans la manière dont j'étais formée des tapotements qui fonctionnent très très bien à distance ou en cabinet et qui permettent de recréer ce même mouvement, tu vois, alterné.
Voilà. Donc on peut le faire avec des tapotements, on peut aussi le faire avec des sons, tu vois, si la personne ne peut pas faire les tapotements. On a plein de manières, mais à chaque fois, la mécanique, effectivement, c'est de faire bouger de droite et de gauche et de relancer, tu vois, ce truc, ce processus dans le cerveau. D'accord. Est-ce que du coup, toi, tu complètes la pratique de l'EMDR avec l'hypnose? Est-ce qu'il y a quelque chose complémentaire quand tu fais une séance? Ou pas du tout? Ça Oui, va être deux choses. alors ça peut. Ouais, ça peut. En fait, alors une fois qu'on est en protocole EMDR, c'est très chirurgical, j'ai envie de te dire, dans le sens où tu as vraiment 8 étapes à respecter. Ça veut pas dire 8 séances, hein, c'est des choses qu'on peut faire des fois. En général, c'est quand même un minimum de 4, 5 séances, hein. Ça peut être Mhm. entre, allez, 5 et 10 les thérapies brèves de manière générale. Ça dépend des cas de figure. Et il y a vraiment un processus bien spécifique. Donc, on va pas mélanger en plein milieu, mais parfois, ça peut arriver que l'hypnose ou les fleurs de bac soient intéressantes. Typiquement, les fleurs de bac, vraiment par retour d'expérience, c'est plutôt quand il y a justement des émotions qui sont extrêmement intenses, qui a un besoin de se remettre un peu en sécurité, ça va permettre d'apaiser l'intensité, ça n'a pas la prétention de guérir, mais ça va apporter un petit peu d'air. Et puis parfois, il y a des gens avec qui le MDR, c'est pas possible non plus, tu vois, parce que soit les tapotements, ça va pas fonctionner, soit la personne, il y a une raison qui fait que c'est pas possible. Et donc dans ces cas-là, soit j'ai un autre outil à proposer et j'en ai d'autres aussi et je vais le proposer, soit effectivement dans ces cas-là, on peut aussi réorienter. Parfois, on va avoir besoin d'abord d'aller voir aussi, tu vois, un psychiatre parce qu'à un Mhm. moment donné, on a besoin d'un petit soutien médical en parallèle. Et puis ça, c'est des choses sur lesquelles on est formé, on ajuste, puisque je suis aussi formée en psychopathologie et en psychotraumatologie. Donc ça me permet de savoir aussi gérer ça. C'est important de ne pas faire juste de l'EMDR et puis d'être supervisé aussi, tu vois, pour le faire en toute sécurité. Oui, voilà. Donc, du coup, ça veut dire que chaque personne peut très bien, en fait, voilà, complémenter cette pratique à une autre pratique thérapeutique, entre guillemets. Ouais, c'est important de ne pas tout faire en même temps, mais effectivement, on peut très bien avoir une psychothérapie en cours. Et d'ailleurs, des fois, j'ai des psys hein, ou des psychiatres qui me ramènent des personnes pour lesquelles ils estiment que c'est intéressant de pouvoir faire de l'EMDR. Et donc, dans ces cas-là, on en discute ensemble, on voit dans quel cadre on le fait. Mais bien sûr, oui, oui, tout à fait. Super intéressant. Est-ce que tu as déjà entendu ou plutôt quelles sont les grandes en fait, idées reçues et les mythes qu'on entend sur le MDR que tu aimerais peut-être déconstruire aujourd'hui? Ouais, il y en a un vraiment déjà que je voudrais vraiment ouais, mentionner en premier, c'est non, on n'a pas à revivre un événement. J'entends des choses des fois, alors je sais hein, qu'on n'est pas tous formés pareil. Certaines personnes qui vont dire, ah non mais le MDR c'était horrible, on m'a fait revivre un truc, j'ai été très mal après. Ça c'est quand c'est mal fait, je suis désolée de le dire, mais quand il y a un cadre qui est posé, quand la sécurité elle est mise dès le départ, on ne va pas faire revivre un deuil. On n'a pas besoin de faire revivre un deuil, on n'a pas besoin de faire revivre un accident. On va aller remettre de la ressource sur des émotions et sur des sensations corporelles qui sont encore présentes aujourd'hui à l'évocation de l'événement, tu vois. Et ça Hmm. change tout. Et puis, on va pas le faire trop tôt non plus. Quelqu'un qui est suractivé, tu vois, qui est hyper angoissé, qui a peut-être encore des traumas en cours. D'ailleurs, on reparlera de ce qu'est un trauma, parce que ça aussi, il y a beaucoup d'incompréhension autour de ça. Ben, on va pas aller tout de suite lui parler de, voilà, de désensibiliser des choses qui l'activent. On va d'abord aller remettre de la sécurité, reprogrammer de la ressource. Tu vois, je parlais tout à l'heure de reprogrammation. Moi, je vais vraiment prendre le temps aussi de remettre, de reprogrammer avant de désensibiliser. C'est hyper important. Donc ça, c'est une première chose. Le fait que c'est que bouger les yeux, ça aussi, c'est pas ça du tout. Il y a du, voilà, il y a du questionnement, il y a plein de choses qu'on fait pour court-circuiter. En fait, je t'expliquerai après au niveau, je te donnerai 2, 3 éléments en vulgarisant le plus possible d'un point de vue de ce qui se passe dans le cerveau qui explique pourquoi on fait les choses. Mais ce n'est pas que bouger les yeux et quand on fait bouger voilà, en stimulation alternée, on le fait à un certain moment. Et puis après, le gros, l'autre a priori ou source d'incompréhension, c'est la notion de trauma. Je sais pas si tu veux que j'y revienne maintenant, mais Oui, ça c'est vas-y. important. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, on entend qu'un peu tout tes traumas, tu vois. Donc, bon, il y a des choses qu'on comprend maintenant sur le trauma qu'on connaissait pas il y a quelques années. Mais en France, on n'est pas très nombreux à être vraiment bien formés en psychotraumatologie non plus. Donc, ça Mhm. explique ces incompréhensions. Un trauma, pendant longtemps, on a cru que ça avait besoin d'être quelque chose qui, aux yeux, tu vois, du collectif, est très grave. Un Mhm. accident, un attentat. Tu vois, on en a beaucoup parlé avec les attentats du Bataclan, Ouais. de l'EMDR, justement, qui pouvaient aider à continuer à, voilà, à vivre au quotidien, à trouver un peu plus de mieux-être. Ça n'a pas besoin. En fait, un trauma, un événement, tu vois, il peut être traumatogène, donc susceptible de créer un trauma, mais ça peut être une réflexion qu'on te fait, tu vois, ça peut être un truc hyper désagréable Mhm. qui pour quelqu'un d'autre ne deviendra pas un trauma et qui pour toi va devenir un trauma. Mhm. Et donc, en fait, ce qui fait le trauma, c'est plutôt comment ton comportement, tes émotions sont modifiées après.
tu vois. Il y a un avant, un après. Alors, on n'est pas toujours obligé d'avoir un événement source, tu vois. Parfois, on ne sait pas trop pourquoi, on a des choses qui changent, on ne sait pas trop pourquoi. Nous, on va aller regarder, de toute façon, on va questionner, on va aller regarder où ça bloque. Parce que typiquement, par exemple, si tu as une phobie, c'est souvent un déplacement d'autre chose, tu vois. C'est une phobie, par exemple, je sais pas, des ascenseurs. C'est pas l'ascenseur la cause du problème, tu vois. Ça va être un déclencheur, mais il y a autre chose derrière. Et Mhm. donc, du coup, le trauma, ça va être. Il y a plusieurs types de trauma, en vrai, hein. Il y a le trauma où tu vas avoir eu un accident, il y a un truc qui se passe dans ta vie et il y a un avant, un après. Et puis parfois, tu vas avoir une succession d'événements parce que ben, dans ton enfance ou dans un moment de vie où il y a des choses qui se répètent, des choses douloureuses. Et puis parfois, on va parler carrément de trauma d'attachement, tu vois. Donc les personnes qui ont déjà fait des psychothérapies, peut-être que ça leur parlera parce qu'on se construit avec nos parents, avec voilà, nos rôles modèles, tout ça. Et puis ben, parfois, on va avoir un attachement qu'on appelle sécurisant. Et puis d'autres fois, ben, on va construire tu vois, une relation aux autres qui va être plus anxieuse ou plus évitante. Et ça aussi, ça va venir jouer, tu vois, dans notre manière d'interagir et ça, potentiellement, va nous gêner, nous freiner, tu vois, dans nos relations aux autres. Et puis après, voilà, il y a d'autres choses, tu peux avoir un trauma en cours, etc. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais dans l'idée, en tout cas, c'est de dire que on peut tout à fait vivre un trauma juste avec une réflexion de quelqu'un d'autre, tu vois, qui nous a Mhm. dit quelque chose qu'on n'a pas digéré. Ce qui fait le trauma, c'est un truc qui n'est pas digéré, qui est classé en traumatique au lieu d'être juste, tu vois, désagréable, tu passes à autre chose, en fait. Tu n'as pas forcément apprécié le moment, mais tu passes à autre chose. Quand on sent que il y a des trucs qu'on fait plus comme avant, qu'on a un comportement, parfois c'est les autres qui nous le font remarquer, un comportement, des émotions qu'on a du mal à gérer, là, ça peut poser question. Ça peut poser question, effectivement, dans ces moments-là. Je suis bien contente que tu es revenu là-dessus et que tu as réexpliqué ce qui était un trauma parce qu'effectivement, on entend de tout et n'importe quoi aujourd'hui. Et c'est vrai que j'ai l'impression que souvent, les gens, ils ont tendance à mettre le mot trauma sur quelque chose de tout, sur quelque chose de tragique et que ça a toujours besoin d'être tragique, alors pas forcément. Moi, je sais que parfois, j'ai déjà vécu des traumas sur simplement une expérience vécue que verbale, tu vois. Et c'est suffisant pour que ça m'ait traumatisé sur plusieurs années, tu vois. Et je pense que mettre les bons mots sur ce que c'est, déjà, ça permet déjà de bien travailler dessus, en fait. Exactement. Et là, tu as tout dit parce qu'en fait, c'est vraiment la manière dont tu vas être accompagnée, soutenue, comprise au moment où il t'arrive quelque chose, tu vois, ou dans les heures ou les jours qui suivent, qui va faire que ça va pas forcément devenir un trauma aussi, tu vois. Mm. Mm, complètement. Et une des idées reçues que tu as dit, c'est le fait est que les gens pensent qu'ils vont revivre son traumatisme pendant une séance. Alors, du coup, est-ce que toi, tu peux nous expliquer un peu concrètement comment se passe une séance avec toi? Et de base, comment une vraie séance, entre guillemets, des EMDR devrait se passer? Ouais, alors la première séance, de toute façon, voilà, on ne se connaît pas encore. Donc effectivement, on prend le temps d'échanger, déjà de voir la problématique de la personne, d'avoir aussi, alors la personne c'est un tout, donc effectivement elle va venir pour une demande particulière, ou parfois elle va avoir plein de choses dans sa vie en même temps. Donc on prend le temps de poser un petit peu tout ça, et elle ne sait pas toujours non plus où elle en est. Moi je prends vraiment le temps de questionner au début, c'est important pour avoir à la fois l'environnement, tu vois, dans quel environnement professionnel, personnel tu évolues, est-ce qu'il y a des facteurs de stress à connaître? Parce que si tu es dans une situation où en ce moment il t'arrive plein de choses compliquées dans ta vie, ça va être peut-être compliqué d'aller travailler ce que tu veux travailler, tu vois. Est-ce que ça va être le bon moment? Parce qu'il y a aussi une histoire de timing. Va y avoir vraiment voilà, le cadre dans les grandes lignes, sans rentrer dans le détail, mais quand même le cadre familial, professionnel, personnel. Et puis aussi, moi j'aime bien, et j'en parle beaucoup dans mon podcast aussi, Secret Polichinelle, l'hygiène de vie, parce que mine de rien, ton sommeil, ton alimentation, ton activité physique, ça va aider aussi ou pas à faire circuler les émotions, à faire que tu vois, tu as un certain équilibre Mm. mental et pas seulement physique. Donc moi, ça me permet de jauger un peu aussi, tu vois, de voir où en est la personne. Et puis, bien évidemment, je vais lui expliquer comment je travaille, bien évidemment. Alors, pour certaines personnes, voilà, on sait que c'est tout de suite le MDR. Pour d'autres, on ne sait pas forcément. Ça va dépendre aussi comment elles arrivent à moi. Et puis, je vais aussi à un moment donné où, en fait, avant de s'engager dans un protocole EMDR, effectivement, on a besoin de tester ensemble. On a besoin de voir si la personne commençait pour elle, tu vois, de son niveau de sécurité. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qu'elle arrive à ressentir? Moi, je vais voir un peu comment elle se connecte à ses sensations corporelles. Donc, on a un exercice comme ça, tu vois, avec notamment le principe des tapotements, pour voir si déjà c'est un exercice qui peut être réalisé par la personne. Et puis, est-ce qu'elle peut, soit, ça va être parfois, on va passer par le lieu sécure. Imaginez un endroit où on est en sécurité. Ou alors, on va passer par d'autres clés, tu vois. Des fois, ça peut être d'autres images. Mais déjà, de voir si la
personne, elle arrive à imaginer ça, est-ce que c'est OK? Ou est-ce qu'il y a trop d'images, trop de choses parasites inconfortables qui vont venir la gêner? Et du coup, ça va être trop tôt pour rentrer dans un protocole EMDR. Et donc, on va moduler et faire un petit peu autrement. Ou est-ce qu'aussi elle arrive à ressentir les sensations dans le corps? Souvent, on arrive bien à dire ce qui va pas. Tu Mmh. vois, on arrive à voir le souffle coupé, le cœur qui s'accélère, etc. C'est souvent parfois plus difficile d'aller voir comment c'est quand c'est OK, tu vois, quand il y a plus d'espace, tu vois, dans le corps, quand on a les épaules plus détendues, parce que ça, à un moment donné, en fait, en thérapie brève, on a une façon de travailler qui est par objectif. Tu vois, toi, tu arrives avec ta plainte au début, tu dis, bon, moi, j'en ai marre, je veux plus. Voilà, avoir des palpitations à chaque fois que je dois reprendre la voiture, d'avoir les mains moites et tout, j'en ai marre de vivre ça. Donc tu vas me dire ce que tu veux plus. Et à un moment donné, alors ça se fait entre une à deux séances, on va quand même reformuler ce que tu veux à la place, ce que tu as envie de vivre. Mmh. Il y a un côté philosophique, tu vois, dans cette approche de qu'est-ce que tu as envie de vivre demain, même si là tout de suite tu sais pas comment faire, et c'est pour ça que tu viens, tu vois, en thérapie, en séance ou autre. Mais qu'est-ce que tu as envie de vivre demain? Et ça va être un peu ton objectif pour que ce soit mesurable pour toi en fait, tu vois. On va pas faire que parler dans le vide. Et on peut, hein, ça peut avoir un intérêt avec d'autres approches, mais c'est pas l'approche, tu vois, EMDR. C'est qu'on a quand même un objectif qu'on cherche à atteindre, donc on va un peu contextualiser, tu vois. Par exemple, si tu arrives en me disant que tu vas avoir plus confiance en toi, qu'est-ce que c'est pour toi que la confiance en toi? Dans quel contexte, tu vois, parce que pour que tu puisses le vivre, quoi, parce que sinon, tu vas avoir peut-être du mal à ressentir ce qui change, et ça va nous aider aussi, tu vois, dans la progression. Donc ça, c'est un peu les premières étapes. Et puis, bien sûr, c'est hyper important que la personne puisse poser ses questions, qu'elle se sente à l'aise. Moi, j'ai envie de dire, quelle que soit la pratique qu'on choisit, c'est hyper important de se sentir suffisamment à l'aise et en sécurité avec son praticien, sa praticienne. C'est quand même la base, tu vois. Et puis après, évidemment, on pose les questions qu'on a envie de poser. Et puis qu'on ait envie de revenir, tu vois. C'est pas censé être non plus juste une corvée, même s'il peut y avoir des moments d'inconfort dans un processus, tu vois, mais voilà, c'est un peu la base. Et puis après, il y a des étapes. Donc, comme je te disais, en EMDR, il y a vraiment des étapes à respecter où on va aller, voilà, remettre de la sécurité, on va aller expliquer tout le processus parce qu'on va être un peu plus directif après. Dans le EMDR, c'est pas une psychothérapie où tous les jours tu parles, tu vois, à chaque fois que tu viens, tu parles et on t'écoute et c'est tout. Non, à un moment donné, on se met d'accord sur un objectif, sur ce qu'on veut atteindre. Par exemple, pour te donner un exemple, hein, j'ai envie de pouvoir conduire sereinement quand je vais, voilà, à mon travail, quand je pars en vacances, etc. Ben, là déjà on se rapproche, tu vois, d'un objectif. Et pour ça, on va aller voir, bah, déjà, on va te permettre de ressentir de la sérénité, tu vois, l'apaisement, ce que tu as envie. Il y a des moments où tu le ressens à d'autres moments. Et ça, on va aller le reprogrammer petit à petit, tu vois, par exemple. Je te donne des micro-exemples pour comprendre, mais voilà, avec les tapotements ou avec d'autres stimulations alternées. Et puis une fois qu'on aura suffisamment mis de ressources, tu vois, on va aller le tester sur quelque chose qui est moins anxiogène. Par exemple, la conduite. Imaginons que ce soit une phobie, tu vois. Bon, au début, c'est compliqué. C'est-à-dire, tu vas pas aller Mmh. même t'asseoir dans une voiture, tu vas pas. Voilà, je prends l'exemple de la conduite parce que c'est quand même quelque chose d'assez courant. Très fréquent, ouais. Et puis, bah, au lieu de ça, tu vois, on va aller chercher autre chose dans ta vie qui va te générer un peu d'appréhension ou un peu d'agacement, mais qui sera pas aussi anxiogène. Et ça va permettre déjà au corps de se rendre compte de comment ça bouge, tu vois, plus facilement. Puis à un moment donné, on aura suffisamment reprogrammé et on aura identifié ensemble, tu vois, des déclencheurs. Donc, est-ce que bah, je suis en panique à chaque fois que je suis en voiture, mais peut-être que je suis aussi en panique à chaque fois que, je sais pas, je prends l'avion. Enfin, tu vois, il peut y avoir d'autres situations. Donc, on va vraiment balayer tous ces déclencheurs-là. Et à un moment donné, on va aller chacun les revisiter. Et à chaque fois qu'on va les visiter, on va aller regarder quelle émotion, quelles sensations dans le corps sont inconfortables et qu'est-ce que tu te dis aussi. On va même travailler sur les croyances parce que souvent dans ces moments-là, tu as des croyances qui se sont installées, conscientes, inconscientes, hein, où tu te dis je suis nulle, je suis incapable, tu vois, par exemple. Et ben on va voir par quoi est-ce qu'on peut remplacer ça. Ça, c'est l'étape d'après, tu vois. Il y a tout un truc comme ça. Donc là, je résume hein, parce que je vais pas faire toute une formation sur le MDR. Dans les grandes lignes, c'est comme ça que ça se passe. Et tout ça en sécurité, progressivement, en fonction bah, du rythme de la personne aussi. Ça m'a l'air super complet quand même, c'est fou. Ouais. Ouais, de ce que tu me dis, parce que j'ai vraiment l'impression que ça englobe pas mal de parties, comme par exemple les croyances et tout. Je pense que c'est super important effectivement d'en discuter quand on fait ce type de thérapie. Et tu as mentionné justement les différentes étapes, 8 plus ou moins si je me souviens bien, Exactement, euh, ouais. de l'EMDR. Et 8 étapes ne veut pas forcément dire 8 séances. Et j'imagine qu'en Exactement. fonction de chaque cas, voilà, chaque personne est différente et a peut-être besoin plus ou moins de plus de séances ou d'autres. Mais en moyenne, combien de séances une personne a besoin de MDR pour pouvoir justement sortir entre guillemets d'un trauma ou pour vivre plus sereinement après. Ouais. Alors ça aussi, hein, les personnes qui pensent qu'en une séance,
c'est résolu. Pour moi, ça n'est pas possible. Ça n'existe pas. Mm. On peut pas faire 8 étapes en une séance. Ouais. Donc ça déjà, les praticiens qui vendent ça, enfin voilà, hein, chacun est libre d'aller voir qui veut, mais ça pour moi, ça ne respecte pas le protocole. Et en tout cas, effectivement, il y a quand même un minimum. Donc ça peut être c'est souvent ça, hein, de toute façon, ces approches-là, on peut être en moyenne, moi par expérience, ce que j'observe, c'est qu'on est souvent entre 4 et 7 séances. Parfois, ça peut aller jusqu'à 10. Parfois, il peut y avoir plusieurs sujets, hein. Évidemment, si quelqu'un arrive avec plein de sujets, ben, on va y aller par thématique, tu vois. Il y a d'autres personnes pour qui il y a un sujet très précis, il n'y a pas d'autres soucis à côté, ça va aller plus vite. Donc, tu as des personnes pour qui 4-5 séances, ça va suffire. Et puis pour d'autres, effectivement, quand c'est installé depuis longtemps, quand on a un terrain anxieux, quand il y a beaucoup de choses qui sont compliquées dans notre vie de manière générale, bon, c'est normal aussi que ça prenne un peu plus de temps. Mais ça, je l'explique toujours au début. Et puis, il y a toujours des choses qui bougent avant la fin du protocole, on est d'accord. C'est-à-dire que, évidemment, les 2 premières séances, c'est rarement là que ça bouge. Il y a quand même des choses déjà qu'on observe, qu'on peut vivre. Mais c'est souvent plutôt au bout de 4-5 séances qu'on voit qu'il y a des choses qui commencent vraiment à changer. Et puis parfois, c'est des micro-changements. Ça, c'est un autre truc aussi. Souvent, les gens s'attendent à, OK, thérapie brève, c'est que voilà, allez, hop, j'y vais une ou deux fois et c'est terminé. Je gravis le sommet de la montagne en 2 minutes. Non, forcément, on va y aller par étapes, tu vois. Et c'est ça qui va être ce qui va faire que c'est plus durable aussi. Parce qu'on pourrait hein, le faire de manière superficielle, mais si on veut vraiment aller, c'est la puissance de l'EMDR aussi, c'est de pouvoir aller aussi déconstruire la croyance pour que ce soit plus aidant. Ah ben là, on va aller régler le truc un peu plus en profondeur, tu vois. Mm. Et toi, quand une personne a fini toute une thérapie avec toi de MDR, est-ce que tu assures un suivi après, au bout de peut-être 3 mois ou quelque chose comme ça, juste pour savoir comment ça se passe, entre guillemets, dans sa vie à ce niveau ou pas? Alors, moi, je lui explique vraiment, je cadre bien les choses, mais oui, j'aime bien prendre des nouvelles, effectivement. Après, tu vois, après quelques semaines. Et voilà, après, j'explique aussi, c'est-à-dire qu'à la fin, on prend le temps de faire le point aussi, tu vois, sur ce qui a changé pour la personne et s'assurer qu'on a bien été, voilà, balayer ce qui avait été besoin d'être balayé, entre guillemets, et réintégrer, voilà, et on prend ce temps-là. Et effectivement, je propose toujours un temps d'échange. Je pense que c'est important. Je propose aussi des choses, il y a aussi des choses entre les séances. C'est-à-dire que pour moi, c'est quand même un travail collaboratif, tu vois. Et Mm. donc, il y a des choses, alors tout ce qui est travailler sur des choses désagréables, on ne le fait qu'en séance, on est d'accord, c'est pas quelque chose que la personne va faire entre les séances. Mais il y a des choses qui, dès le départ, tu vois, la respiration, par exemple, c'est des choses qu'on n'apprend pas à l'école, on pense qu'on respire, oui, on respire d'une certaine manière, mais souvent on respire mal ou on respire avec le souffle coupé. Si, par exemple, c'est un intérêt, tu vois, de pouvoir mettre en place aussi des exercices de respiration, il y a des choses qui fonctionnent, qui sont aussi prouvées, tu vois, scientifiquement pour abaisser le niveau de stress. Je vais le proposer. Et puis, quand on travaille sur les tapotements, la beauté et l'avantage des tapotements par rapport à faire bouger les yeux, c'est que ça, quand on l'utilise pour reprogrammer des ressources, tu vois, par exemple, quand je dis ressources, hein, ça peut être du calme, ça peut être de l'apaisement, voilà, de la sérénité. Ça, c'est quelque chose qu'on peut continuer à ancrer pendant les séances. Une fois qu'il y a suffisamment de sécurité, bah, c'est des choses qu'on peut continuer à travailler et continuer à réencoder, tu vois. Donc, il y a des petites choses comme ça que je vais proposer. Et puis, parfois, moi, j'aime bien aussi, parce que pour moi, une fois de plus, hein, c'est pas une seule méthode comme ça, c'est un tout. Proposer aussi des clés de lecture si je vois que c'est un intérêt pour la personne, que ce soit des ressources, soit via le podcast, soit des ressources de lecture, des choses comme ça qui ont un intérêt pour des compréhensions. Tu vois, comprendre comment je peux mieux communiquer, comment je peux désamorcer des conflits, par exemple. Forcément, dans tous les sujets relationnels, c'est important quand même qu'il y ait un minimum de compréhension là-dessus, tu vois. Donc voilà, c'est assez complet en résumé. D'ailleurs, tu as parlé d'exercices. Donc, au-delà des exercices de respiration que tu peux proposer à certaines personnes, est-ce que peut-être entre les séances, tu donnes entre guillemets des exercices, des devoirs à tes patientes ou à tes patients, comme je sais pas, des exercices d'écriture pour qu'ils puissent faire un travail de libération, pour que quand ils reviennent à la prochaine séance, eh ben, vous pouvez en parler. Alors, ouais, alors moi je suis censée parler de clients, donc je me permets de le dire parce que Oui. voilà, on n'est pas censé, quand on n'est pas médecin, quand on n'est pas psychologue, parler de patients, donc je me permets de. C'est pour ça que j'utilise le terme client si jamais ça surprend. En tout cas, les personnes qui viennent me voir en séance. Alors, oui, une fois de plus, ça dépend du moment. Si on est déjà engagé dans un protocole de MDR ou s'il y a d'autres choses d'abord ou après qui ont besoin d'être un petit peu détricotées, expliquées et comprises. Si je vois que c'est un intérêt, moi j'aime bien personnaliser les choses, effectivement. Et s'il y a des personnes pour qui, de toute façon, on a besoin d'évacuer les choses, c'est-à-dire que pour moi, pour que ce soit durable pour la personne, l'idée aussi, tu vois, des thérapies brèves, c'est aussi de retrouver de l'autonomie. Tu vois, on part du principe que tu es capable ensuite de gérer les choses de manière autonome. Alors évidemment, s'il y a eu beaucoup de choses depuis très longtemps, peut-être que ça prendra plus de temps, peut-être que tu reviendras ponctuellement pour d'autres sujets. Mais autrement, c'est d'avoir un maximum de clés
pour pouvoir aussi avancer. Et donc, l'idée, donc forcément, on se met dans l'action. On a un peu, c'est une vision très, tu sais, on avait parlé du monde anglo-saxon toutes les deux parce que tu Ouais. vis effectivement dans ce monde-là et moi, j'y ai vécu longtemps. Et c'est aussi ça qui me plaît. C'est aussi une vision hein, très, très anglo-saxonne, ce côté tout est possible et on se met dans l'action, tu vois, assez rapidement. On ne cherche pas à entretenir une plainte, tu vois. On a vraiment envie de proposer à la personne un mieux-être et donc on va lui proposer des actions par rapport à ça. Donc parfois, il peut y avoir d'autres approches comme les thérapies narratives. On a des exercices vraiment chouettes. La PNL dont je parlais tout à l'heure, il y a des choses très très chouettes puisque souvent on en vient aussi à parler de comment on prend sa place, tu vois. Comment on Ouais. prend sa place dans le monde. Forcément, quand on change, le système autour de nous va changer aussi, tu vois, que ce soit Mm. nos proches, que ce soit... Et donc ça, c'est important de l'accompagner quand même un minimum aussi, parce que ça peut surprendre, ça peut déstabiliser. Et là, c'est vrai qu'il y a des choses, des approches autres qui sont intéressantes, des exercices d'écriture, effectivement, des exercices d'arbre de vie pour ceux qui connaissent. Enfin, voilà, je vais pas tout lister aujourd'hui, mais il y a des choses très, très chouettes qui permettent d'y voir plus clair, de poser les choses et d'avoir un temps de prise de recul aussi, tu vois, qui est important aussi, en mouvement, tu vois, aussi, en étant debout. Tu vois, ça aussi, c'est des choses que j'aime proposer quand je peux le faire, parce que, on est tellement sédentaire et souvent figé, tu vois, quand on est pour en revenir au trauma. Il y a un point que je t'expliquerai peut-être juste après sur le côté un peu plus scientifique du truc. Mais en gros, souvent, bah, un peu comme dans la nature, hein, quand il y a danger, soit on fuit, soit on attaque, soit on est figé. Et donc là, l'idée, c'est de sortir de ce figement, tu vois, qui nous empêche de faire les choses, qui nous fait éviter des situations, qui nous met dans des situations d'hypervigilance. OK. Ouais, c'est super intéressant. Et justement, tout à l'heure, tu parlais aussi bah, tu vois, des différents, motifs que tu peux avoir des personnes qui viennent te consulter pour plusieurs motifs et que vous allez les travailler par thématique et d'autres, ils ont un motif précis. Je voulais savoir, et je suis assez curieuse de savoir quel est le motif le plus lourd ou le plus souvent, qui revient le plus, quand tu accompagnes quelqu'un? Alors, ça peut être un peu biaisé parce que forcément, comme j'accompagne sur les peurs et les phobies, tu vois, ça va attirer aussi par rapport aux peurs et aux phobies que les gens vivent. Ce qui est sûr, c'est que dans les phobies, il y a beaucoup de choses qui sont liées aux déplacements et aux espaces fermés. Donc, au niveau des Oh! déplacements, souvent, en fait, les gens, ils vont venir quand la situation devient intenable. Parce qu'en fait, Mmh. tu sais, des fois, tu peux avoir des phobies. Je sais pas, même la phobie des araignées, tu vas vivre avec, tu vois ce que je veux dire? Et Mmh. donc, il y a un moment donné où quand tu viens en séance, c'est que vraiment, ça n'est plus tenable et que ça te gêne à un moment donné dans ta vie, tu vois. Et donc, souvent, bah, par exemple, l'avion, la conduite, l'ascenseur, tu vois, ça, c'est des choses qui peuvent être gênantes à un moment donné pour partir en vacances, pour aller vivre dans une autre région, quand tu commences à avoir des enfants, quand, tu vois, ou l'ascenseur pour certains travaux, pour certains jobs, voilà, pour certains immeubles, tu vois, tu vas en avoir besoin. Donc ça, c'est des choses qui reviennent assez souvent. La peur de parler en public aussi, hein, tu vois, puisque forcément, quand on a que ce soit des examens, des séminaires, si on a des postes à responsabilité ou un moment où on doit pitcher. Donc ça, c'est des choses qui peuvent revenir assez souvent, qui sont un peu tabous hein, d'ailleurs. Mais voilà, les personnes ont besoin de le travailler et ça les surprend parce qu'elles peuvent être très assurées dans certains domaines. Et puis tout d'un coup, là, on ne sait pas pourquoi. Dans certaines circonstances, je ne sais pas pourquoi je bafouille et c'est un problème parce que ça ne va pas avec l'image que je dois donner. Donc ça revient, c'est des choses qui reviennent assez souvent. Et après, on a tout le sujet ce qu'on appelait tout à l'heure les traumas relationnels. Donc ça va être effectivement dans le cadre des relations, soit dans le travail, hein, si j'ai eu par exemple un manager que je considère comme toxique, suite à un burn-out ou autre, soit une relation amoureuse, tu vois, une rupture qui est compliquée, où j'ai du mal à m'en remettre, ou une situation où j'ai l'impression d'être en dépendance affective et je ne sais pas comment surmonter ça. Donc ça, c'est des choses qui reviennent assez souvent aussi. Mmh. Alors tu as parlé justement là, d'un des motifs qui m'a interpellée aussi. Heu, la majorité aussi des motifs que tu as dit, c'est aussi des motifs qui sont aussi traités, en hypnose. Par exemple, la peur de parler en public, je sais que j'avais déjà vu pas mal de praticiens en hypnose qui, bah, proposaient, bah, voilà, d'essayer de réussir à parler en public grâce à l'hypnose. Alors ma question c'est, du coup, qu'est-ce que l'EMDR fait que l'hypnose ne fait pas? Alors déjà, il y a une chose aussi, c'est que le MDR n'est pas pour tout le monde, tu vois. Mmh. Ça ne va pas convenir à tout le monde. C'est vrai que c'est deux approches qui sont à la fois qui ont des similitudes et qui sont différentes. Elles peuvent être toutes les deux utiles pour travailler sur les peurs ou les phobies, je te le confirme. Il y a des protocoles sur les phobies qui fonctionnent très bien en hypnose aussi. Le MDR, elle est particulièrement intéressante quand il y a des réactions qui semblent liées à des expériences passées, tu vois, qui continuent à déclencher automatiquement du stress ou de la peur. Alors soit va y avoir par exemple des flashs, tu vois, des flashs, des choses auxquelles je repense, des choses que je rumine. Là, le MDR, elle peut être vraiment intéressante parce qu'on sait qu'il y a quand même quelque chose à un moment donné qui me gêne et que j'arrive pas à dépasser.
Elle peut être aussi intéressante, effectivement, quand on veut aller travailler sur la croyance, tu vois, Mm. déconstruire cette croyance-là. On peut le faire en hypnose, mais ça va être un peu différent, je trouve. L'hypnose, pour moi, elle est plus là pour mobiliser les ressources, tu vois, travailler avec l'imagination, construire de nouvelles expériences intérieures plus apaisantes. Ça, on va pouvoir le faire aussi en EMDR, hein, tu vois. Mais pour moi, c'est des approches qui peuvent être complémentaires. Parfois, pour certaines personnes, on peut commencer par un peu d'hypnose et ensuite, à un moment donné, venir faire un protocole EMDR. Si quelqu'un a peur de conduire depuis un accident ou après une grosse crise d'angoisse au volant, pour moi, le MDR, elle peut être intéressante pour aider le cerveau à retraiter ce qui est resté bloqué à ce moment-là, tu vois. Ouais. Si la personne, elle a plus besoin de retrouver du calme, de la confiance, de se projeter différemment dans une situation qu'elle appréhende, l'hypnose peut peut-être suffire, tu vois. Donc c'est vraiment je sais pas si c'est clair comme Oui, ça, tu vois. oui, Voilà, le oui, c'est MDR, clair. elle aide quand même à digérer ce qui n'a pas complètement été intégré par le cerveau. L'hypnose, pour moi, elle aide plus à développer de nouvelles façons de ressentir, d'imaginer, de réagir. Même si les deux, tu vois, peuvent jouer là-dessus. L'objectif reste le même, évidemment, permettre à la personne de retrouver, tu vois, plus de liberté face à ce qui lui fait peur. Ça, on est d'accord là-dessus. Ok, alors j'ai plein de questions. Vas-y, vas-y, je suis ravie d'y répondre. Parce que du coup, alors ma question que tu as dit, c'est par rapport à déjà là, au niveau du cerveau, tu as dit que le MDR, c'est Oui. plus voilà, ce qui va aider le cerveau à ce qui n'a pas été digéré correctement. Mais du coup, que se passe-t-il dans notre cerveau lorsqu'un événement, un événement difficile n'a pas été correctement digéré? Ouais. En fait, ce qui se passe, c'est, alors, il y a des parties du cerveau. Là, je vais expliquer deux, trois concepts assez simples, hein. Il n'y a pas besoin d'être spécialisé en neurosciences, mais juste pour comprendre. Ce qui se passe, c'est qu'on a notre amygdale dans le cerveau, Ouais. à ne pas confondre avec les amygdales qu'on se fait retirer, hein, quand on a des Rien à angines, hein. Ça voir. n'a rien à voir. Ouais. On a une amygdale qui gère le circuit de la peur. Et donc, cette amygdale-là, c'est un peu, tu vois, le pompier, elle est nécessaire, hein, c'est-à-dire qu'elle va nous alerter dès qu'il y a un danger. Et donc, c'est hyper important, on en a besoin, hein. La peur, ça reste une émotion primaire. On cherche pas à l'effacer, d'ailleurs. Et le truc, c'est que cette amygdale-là, son rôle, donc, c'est de détecter les dangers, de déclencher rapidement des réactions de protection. Tu vois, comme on disait tout à Ouais. l'heure, quand il y a danger, soit je fuis, soit j'attaque, soit potentiellement je me fige. Et c'est ce qui se passe dans la nature aussi, hein, pour les animaux. Donc, c'est très utile quand il y a un vrai danger, hein. Elle permet de réagir sans avoir besoin de réfléchir longtemps. Le problème, c'est que l'amygdale, eh bien, parfois, quand le système est un peu, tu vois, bloqué, qu'il y a quelque chose de pas digéré, elle fait pas toujours la différence entre un danger réel aujourd'hui et quelque chose qui ressemble, tu vois, à un danger qui s'est passé mais qui n'est plus là. Et donc, quand elle devient une alarme un peu trop sensible, tu vois, comme si ton détecteur de fumée se déclenchait même quand il n'y a plus de fumée, parce qu'il assimile quelque chose à de la fumée qui n'en est pas. Et donc, si elle a appris qu'il y a une situation qui était dangereuse, bah, elle peut continuer à déclencher l'alerte, même quand le risque est plus réellement présent. Tu vois, elle s'emballe un peu. Et donc voilà, un peu comme un détecteur de fumée qui se mettrait à sonner dès qu'on fait griller une tartine, tu vois, Ouais. alors qu'il n'y a pas de danger de mort. Donc l'intention, elle est bonne, c'est de nous protéger, mais le système, il devient un peu trop sensible. Et donc, quand tu as des phobies ou des traumatismes ou des choses comme ça, le cerveau, il continue à envoyer un signal d'alerte disproportionné par rapport à la situation actuelle. Et donc, à ce moment-là, ben, on se met dans cette situation, tu vois, d'évitement, d'hypervigilance, et on ne laisse plus la place à un autre élément important de notre cerveau, qui est la partie qui nous permet de prendre des décisions, d'être rationnel, ce qu'on appelle le cortex préfrontal, ce qu'on appelle le circuit long. Et nous, ce qu'on cherche à rétablir, c'est ce circuit long. On cherche à court-circuiter un peu, tu vois, cette amygdale, créer des nouveaux circuits neuronaux pour redonner de la place à ce cortex préfrontal qui nous permet de prendre des décisions, tu vois. Donc c'est un peu ça, le MDR, il aide vraiment le cerveau à réévaluer certaines informations, à apaiser un peu cette amygdale, tu vois. Des informations sensorielles, tu vois, qui sont restées associées à cette alarme. Et progressivement, l'amygdale, elle peut apprendre que la situation appartient au passé, je schématise, hein, bien sûr, ou qu'elle n'est plus aussi dangereuse qu'on ne croyait. Donc on va pas aller supprimer la peur, hein, qui est Ouais. une émotion utile, mais on va aider le cerveau à retrouver une réaction plus adaptée. Ah, c'est génial, j'adore. Attends, du coup, j'ai une autre question par rapport à ça, c'est que, Vas-y, bon, vas-y. une personne, si par exemple que tu as accompagnée, on va dire qu'elle est en fin de thérapie, donc euh, admettons qu'elle a réussi à ne plus avoir cette peur, ce trauma, que tout va bien. Mais que quelques mois plus tard, disons peut-être jusqu'à 6 mois plus tard, elle revient vers toi parce qu'au final, c'est revenu. Donc, est-ce que tu as déjà vécu cette situation où quelqu'un est revenu vers toi ou tu as dû recorriger? Non, pas recorriger, c'est pas forcément le terme, mais tu vois ce que je veux dire, Mmh, où vous avez dû mmh. repasser par un processus de digérer tout ça. Alors, j'ai pas eu le cas de figure en tant que tel de vraiment, tu vois, une phobie qui revient, qui a été, si elle a été bien. En fait, il y a un vrai sujet, ce qui est à la fois évident et complexe en EMDR, c'est que tu vois ce que je te disais tout à l'heure, quand la personne, elle vient pour une phobie, elle Mm. va te dire le sujet, c'est la voiture, par exemple.
Mais en fait, le sujet, c'est pas la voiture. Et moi, je suis un peu en mode détective dans ces moments-là. C'est-à-dire que je vais poser des questions pour voir un petit peu les sensations qu'elle vit, tu vois, les sensations inconfortables dans son corps. Est-ce qu'elle les vit dans d'autres situations aussi? Tu vois, je vais aller explorer des choses. Est-ce que ce qu'elle se dit sur elle-même, qui est pas très aidant, est-ce qu'elle se le dit dans d'autres situations? Très souvent, il va y avoir d'autres situations. Et à un moment donné, l'idée, c'est d'arriver à mettre le doigt sur le truc qui bloque vraiment. Parfois, tu vois, derrière une peur de conduire, ça peut être un sujet de quand il y a de l'imprévu, c'est pas tolérable pour moi. Et finalement, ça n'a rien à voir avec la voiture, c'est juste que quand on est dans la voiture, bah oui, il peut y avoir de l'imprévu. Et donc, ça déclenche et ça amplifie quelque chose. Mais ça peut n'avoir rien à voir avec ça au départ. Donc, la voiture, tu vois, est devenue un déclencheur. C'est un facteur aggravant, c'est un facteur qui déclenche. Et puis, peut-être que si c'est la nuit, c'est pire que si c'est le jour, tu vois, facteur aggravant. Et donc, moi, vraiment, il y a tout un job au départ. Et c'est là où, en fait, quand ça ne fonctionne pas, ça peut arriver, hein, on peut avoir 5, peut-être 5% de personnes sur qui déjà le truc va pas fonctionner, hein, et on peut pas garantir à 100%. Ou quand ça revient, c'est qu'on n'a certainement pas mis le doigt sur le bon truc, tu vois. Donc, c'est la question que je me poserais dans ces cas-là si ça arrive. Et si c'est une question où on pensait que ça a été bien, normalement, on a tout un protocole et si on suit bien les étapes du protocole, normalement, c'est OK. Soit à un moment donné, ça n'a pas marché, on n'a pas clôturé le protocole, il y a eu quelque chose. D'ailleurs, en général, on n'arrête pas en plein milieu, hein, c'est hyper important qu'on clôture ensemble. Mm. Mais ça, c'est pareil, c'est des choses qu'on précise en tout début. Et donc, c'est que quelque part, on n'a pas été touché au vrai sujet. Tu vois, on a peut-être tourné en rond autour de la voiture, de l'embrayage, du machin, alors que le sujet, c'est pas ça, tu vois. Et donc, on n'est pas allé au fond des choses. Et c'est ce qui peut se passer aussi des fois avec l'hypnose. C'est-à-dire que l'hypnose, bon, tu peux réorganiser tes perceptions, mais si on n'est pas allé au fond du truc, tu vois, ça peut revenir, potentiellement, ça pourrait. Donc, c'est ça qui va changer vraiment la donne. Et c'est là où, si vraiment, si ça devait arriver, ben, je me poserais la question, c'est que je me dis que je suis pas allée au bon endroit et que il y a quelque chose que j'ai pas exploré, que j'ai loupé, tu vois, et que j'irai voir peut-être en supervision aussi, d'ailleurs, tu vois, parce que c'est aussi pour ça qu'on est supervisé. Donc d'où l'importance vraiment de terminer, de clôturer vraiment la thérapie comme il se doit et de passer vraiment par toutes les étapes, quoi. Ouais, le protocole EMDR, c'est très important, ça je le réexplique toujours en début. S'il y a un souci, bon, ça peut arriver, hein, que dans notre vie, il nous arrive quelque chose, on a besoin de clôturer le truc. Hyper important, au moins de s'appeler dans tous les cas, et si possible de faire une séance pour clôturer ça, quitte à le reprendre plus tard parce que ce sera un meilleur moment pour le faire plus tard. Mais c'est important, ouais, parce qu'on vient ouvrir quelque chose, et à un moment donné, l'idée c'est que la personne, ben, il y a des étapes à respecter et qu'elle puisse, qu'on puisse aller, tu vois, jusqu'au bout du truc pour que elle soit pas activée sur quelque chose de trop sensible non plus, tu vois. C'est aussi ça l'importance de la chose. Ouais. Et c'est là où c'est important de rester aussi disponible quand même entre les séances. Je sais que les gens n'abusent pas. C'est juste quand on commence à désensibiliser des déclencheurs, s'il y a quoi que ce soit dans les jours qui viennent, avant la séance suivante, vous vous sentez pas bien, il y a quelque chose qui vous pose question, vous m'envoyez un message. Moi, je reste disponible, tu vois. Ça, c'est hyper important aussi. Mm. Ok, d'accord, je vois. Tu disais tout à l'heure que les gens, ils viennent vers toi au moment où ce n'est plus tenable, tu vois. Mm. Mais toi, peux-tu me dire à quel moment Mm. conseillerais-tu à quelqu'un de se tourner vers le MDR et de faire une thérapie? Bah, la difficulté, c'est que c'est pas forcément, les gens connaissent pas forcément la technique, tu vois. Donc, des fois, ça va être leur psy ou leur médecin ou leur psychiatre qui leur en parle ou une amie, tu vois, qui en a fait. Et donc, parfois, on s'y perd un peu dans toutes les approches, tu vois, qui existent Ouais. aujourd'hui. Donc, c'est vrai que c'est pas évident. Ce qui peut être intéressant, c'est quand on va voir quelqu'un qui est spécialisé dans ce qu'on cherche à dépasser. Tu vois, moi, je sais que voilà, je me suis spécialisée dans la peur de conduire, la peur de prendre l'avion, la peur de, tu vois, de prendre la parole en public. Ça fait partie des choses et tout ce qui est aussi sur les traumas relationnels, c'est des choses que je connais. Donc là, évidemment, les gens peuvent se dire, après, tu as des avis aussi qui font que, bien sûr, hein. Mais je dirais quand venir, je dirais que vraiment quand on a l'impression, alors des fois on va avoir vraiment vécu un accident, un incendie, un truc, tu vois, un truc grave, et puis ça fait déjà 2, 3 mois que c'est passé, et on sent que on a encore, tu vois, une hypervigilance. Tu vois, je te donne l'exemple d'un incendie, si après quelques mois, on est encore pas bien, quand il y a un truc un peu de la fumée, du brouillard, tu vois, il y a des choses qui vont nous déclencher, ou des espaces fermés. Bon, là, ça peut valoir le coup de venir, tu vois. Et puis de toute façon, je te dis, tu t'embarques pas tout de suite pour 10 séances tant que tu connais pas la personne. Voilà, tu peux appeler le thérapeute avant si tu as des questions. Donc ça, c'est important voilà, quand on voit qu'il y a des choses qui perdurent, soit après un événement qui s'est vraiment passé, qui a été douloureux, et qu'on a du mal à dépasser, on a du mal à gérer, on a beau nous dire de gérer, on voit bien qu'il y a un truc qui va pas, tu vois. Ou alors, ça peut être, voilà, on se rend compte qu'on a des réactions disproportionnées, ou les autres nous le font remarquer à plusieurs reprises, hein. C'est-à-dire que je me mets en colère pour tout et pour rien, je me mets à pleurer pour tout et pour rien et je ne sais pas pourquoi. Bien sûr, moi, je vais m'assurer qu'il n'y a pas un sujet médical, que tout a été, s'il y a besoin, hein, tu vois, s'il y a un sujet de déprime ou autre, là, on ira vérifier avec un médecin si besoin. Mais évidemment, quand il y a des choses comme ça, tu vois, disproportionnées que je n'arrive pas à gérer, en fait, Hmm. il y a un truc qui dysfonctionne.
fonctionne, il y a un blocage. Et ça me gêne, tu vois, ça me gêne parce que j'ai besoin de conduire, parce que j'ai besoin de pouvoir aller dans des espaces, dans des restaurants, dans les concerts, etc. Et là, ça peut valoir le coup de, au moins de contacter un praticien déjà pour poser la question. Et puis éventuellement de venir faire une première séance. Ouais, c'est super intéressant parce que c'est vrai, comme tu l'as dit, qu'il y a tellement de thérapies aujourd'hui et c'est très bien, j'adore. Mais c'est vrai que parfois on ne sait pas forcément voilà, vers où se tourner parce que c'est tellement vaste qu'on peut essayer, bah, on va commencer par une thérapie, on va dire entre guillemets générale, normale. Ça va peut-être pas fonctionner pendant certains mois jusqu'à la fin de la thérapie, on se sent toujours bloqué. Et au final, on va tout essayer, mais le MDR, c'est peut-être pas quelque chose qu'on aurait imaginé parce que bah, moi, j'en ai jamais réellement entendu parler. Je sais que mon chéri, il a son frère qui a fait de l'EMDR pour traiter le PTSD, tu vois, et ça avait très Mhm, bien tout à fait. fonctionné. Ouais. Mais si Ouais. voilà, il m'en avait jamais PTSD pour parlé, les gens qui connaissent pas, hein, si tu veux préciser, mais le stress oui, post-traumatique. Voilà, pour les gens qui savent pas. Oui. Ouais. effectivement. Merci de m'avoir précisé. Mais sinon, T'en je prie. connaissais pas du tout bah, le MDR, quoi. Mais pourtant, est-ce que tu penses que c'est une pratique qui est de plus en plus démocratisée ou pas du tout? Oui et non. Il y a une association en France, mais alors qui est une association que de psychologues et de psychiatres, mais il y a d'autres praticiens qui sont formés très bien aussi à côté. Il y a des personnes qui vont être formées, je dis plus précisément, en psychotraumatologie. Moi, je pense que dans tous les cas, quand on va voir un praticien avec des sujets comme ça, des sujets douloureux, soit des sujets qu'on a accumulés parce qu'on a eu plein de choses douloureuses dans notre vie, ce qu'on appelle des traumas complexes, soit un événement bien spécifique. Je pense que c'est important déjà d'aller voir un praticien qui va s'être formé un minimum en psychotraumatologie, en psychopathologie, en plus de sa technique, tu vois, qui va avoir une compréhension quand même de ces sujets-là. La réalité aujourd'hui, c'est que tu vois, au départ, on disait, bah oui, mais il faudrait vraiment être psychologue, etc. La réalité, c'est que quand tu te reconvertis à l'âge adulte, le cursus de psychologie ne permet, enfin, c'est très compliqué. C'est-à-dire que qui peut se Ouais. permettre de prendre 5 ans quand tu es manager à côté? Enfin, tu vois, c'est pas du tout fait pour. On manque de cursus adapté. Donc, on se fait un peu notre boîte à outils. Tu vois, la réalité, c'est ça. Donc, après, certains d'entre nous vont aller chercher des formateurs de qualité, et tu vois, et on va aller chercher une diversité aussi. C'est important, c'est bien d'avoir plusieurs outils, mais d'avoir au moins un vernis, de savoir ce que c'est que ben, la théorie d'attachement, de savoir, tu vois, d'avoir quand même quelques billes aussi en psychologie et tout ce qui est psychopathologie, parce que pour pouvoir réorienter, si on a un doute, hein, parce que s'il y a un trouble psy ou autre, c'est important qu'il y ait quand même un diagnostic d'un médecin, d'un psychiatre. Si la psychotraumatologie, ça c'est bien spécifique, comment on réagit face à un trauma, parce qu'il y a plein de gens qui sont formés en psy ou autre qui ne savent pas ça. Un peu comme les premiers secours civiques, tu vois, qu'on faisait avec vraiment tout ce qui est blessure physique, ben, avec la santé mentale, ça existe aussi. Et donc, ça, c'est important. Je pense que c'est ça le plus important quand on ne sait pas trop vers qui aller, c'est de vérifier ça. La personne, en général, elle va être aussi supervisée. Pas hésiter à appeler, envoyer un mail, tu vois, voir évidemment, on va aller regarder les avis, hein. Bon, au bout d'un moment, les avis, ça te donne quand même une idée. Mais voilà, pas hésiter à contacter la personne avant aussi si on a besoin, si elle nous a pas été recommandée. Ça permet de voir un petit peu bah, si le feeling passe aussi, parce qu'après, il y a une vraie raison de feeling, tu vois, qui va être là ou pas, en plus de tout ce que je viens de dire. Mais un minimum de connaissances, oui, sur les neurosciences, sur, tu vois, pas non plus juste un truc que tu as appris en ligne, quoi. Ouais, Parce que non. sinon, c'est embêtant. Et Ouais. donc, et puis vraiment en EMDR, moi je dirais quelqu'un qui veut à tout prix vous faire bouger les yeux et désensibiliser un souvenir dès une première séance, partez en courant. C'est voilà, parce que c'est pas voilà. Pour moi, il faut un minimum de sécurité, il faut un minimum voilà d'échange, de temps de compréhension. Et comme je le disais, enfin voilà, il y a d'autres manières de procéder à la chose. Voilà. Puis après, évidemment, on suit son intuition une fois qu'on a tout ça. Mais voilà, si ça peut donner déjà comment dire, des pistes. Et effectivement, quand on sent qu'on a déjà fait une psychothérapie, et souvent des fois, hein, il y a des psys qui conseillent très bien là-dessus. Mais on a déjà fait une psychothérapie pendant un certain temps, on a pu parler, on a compris des choses. Ça va aider d'ailleurs aussi d'avoir déjà compris des choses, mais on sent il y a des choses sur lesquelles on ne va pas mieux, on est encore bloqué. Bah là, ça peut être intéressant de passer par quelque chose de psychocorporel, comme le MDR, tu vois. Ouais, d'accord. Est-ce que tu as un conseil pour une personne qui hésite à commencer peut-être une thérapie aujourd'hui? Un conseil, ce serait déjà, comment je me sens là? Est-ce que j'ai déjà essayé un certain nombre de choses par moi-même? Très certainement. Peut-être que j'ai déjà essayé aussi, il y a déjà des choses que je fais au niveau médical et à titre personnel. Et est-ce que j'ai l'impression que là, bah, ça tourne en rond et que je me sens un peu freinée pour avancer? Tu vois, à un moment donné, j'ai envie de dire, c'est une question très philosophique. Ce que j'ai envie d'inviter les gens à se dire, c'est de quoi j'ai envie pour demain, pour ma vie, tu vois, pour mon présent, mon futur. Peu importe ce qui m'est arrivé par le passé, qu'est-ce que j'ai envie de vivre, tu vois?
Et si j'ai envie, alors évidemment, si je suis pas bien, que j'ai pas envie, etc., là, faut pas hésiter à aller voir un médecin, hein, puis d'appeler le 31 14 hein, quand on a des idées noires. Ça, c'est vraiment le premier truc à savoir. Mais si, voilà, j'ai encore un petit peu l'envie, parce que c'est vrai qu'on n'en a pas parlé de ça. C'est l'envie aussi qui est importante. Si tu m'envoies quelqu'un qui dit, ben, j'ai ma copine ou mon mec qui m'a demandé de venir, tu vois, ou ma femme, mais que toi, t'as pas envie de changer quelque chose, en thérapie, bref, ça va être compliqué. Tu vois, tu vas peut-être d'abord passer par une psychothérapie ou par une autre approche. S'il y a un peu d'envie de changer quelque chose, même si je sais pas comment m'y prendre, bah, c'est là que ça peut être intéressant d'aller voir, d'aller se renseigner un petit peu, hein, comme je disais, hein, d'aller regarder un petit peu quand même le cursus, de contacter deux, trois thérapeutes, de voir, hein, parce qu'on n'est pas, voilà, en fonction du feeling, on n'a pas tous les mêmes appétences. Et puis, bah, si je me sens suffisamment en sécurité, hein, que j'ai été un peu validée ces quelques points dont on a parlé, bah, de tester l'expérience. Un praticien va pas forcer tout de suite, hein, va pas aller au forcing en disant, allez, comme certains coachs hein, qu'on voit, allez hop, prends-moi 10 séances et c'est bon. Non, non, on va toujours venir tester une séance d'abord, puis voir comment ça se passe. Mais C'est disons que si on a envie de, voilà, si on sent qu'on est freiné, qu'on est bloqué, qu'on n'y arrive plus tout seul, qu'on a peut-être déjà essayé des choses et que ça vient vraiment nous impacter dans notre quotidien, c'est là que ça peut être le moment d'aller voir. Et il n'y a pas besoin d'avoir vécu, parce que parfois j'entends ça aussi. Oui, il y a des gens qui ont peut-être une vie pire comme ça, ok, d'accord, il y a toujours pire que soi. Mais s'il y a quelque chose qui fait qu'on se sent pas bien, on a le droit, tu vois, on n'a pas besoin d'avoir vécu un attentat, une guerre pour avoir le ouais. droit d'aller voir un praticien, un thérapeute. Ouais, mais complètement. Et puis aussi, comme tu as dit, cette volonté, je trouve c'est super important parce que c'est vrai que il faut avoir cette volonté de vouloir changer les choses, tu vois? Et ne pas se sentir forcé, juste parce que, bah, maman ou papa ou le copain ou la copine ont dit: «Bah, tu devrais faire ça» et que tu y vas juste par obligation, en fait. Je trouve que ça Mm. change vraiment tout, sur la thérapie sur le long terme et en vrai, il y aura pas réellement de résultats si la volonté, elle vient pas de nous-mêmes, clairement. Tout à fait. C'est quand même un travail collaboratif qui demande un peu d'implication. Quelqu'un qui vient en disant, allez-y, enlevez-moi ce truc, ça marche pas comme ça, tu vois. Là, on explique, c'est pas un médicament, tu vois, qu'on prescrit pour un truc spécifique et ça fonctionne pas comme un médicament. Il y a une part d'implication, il y a comment je m'implique dans ma vie au quotidien, qu'est-ce que je vais mettre en place. Il y a une part d'avoir envie de se mettre dans l'action ou se remettre dans l'action. Et là, au début, parfois, on passe par un peu de discipline, tu vois. La respiration, c'est comme quand tu apprends une langue, comme quand tu apprends un sport, un instrument de musique. Bah, au début, tu vas pas tout de suite super bien jouer ou super bien, tu vois. Il va falloir que tu répètes des mouvements et ça va être un petit peu contraignant. Donc, tu vas passer par un peu de discipline. Et pareil, quand on reprogramme, tu vois, il y a une forme de répétition qui va faire qu'à un moment donné, ben, le cerveau, il est plastique. Il fait pas la différence entre le réel et l'imaginé. Donc, de la même manière que là, il imagine des conséquences catastrophiques qui ne vont pas se passer, il peut aussi aller imaginer quelque chose de plus chouette. Tu vois, comme des sportifs de haut niveau qui vont aller visualiser leur, tu vois, leur Mmh. réussite, etc. Donc c'est vrai qu'on a des pouvoirs qu'on sous-estime parfois de notre cerveau. Notre cerveau, il reste plastique, c'est ça qui est génial. Moi, je trouve ça magique. Et en même temps, ça nécessite aussi d'enclencher des actions, de se remettre dans l'action, parfois de répéter des choses, pour qu'à un moment donné, il y ait le déclic, il y ait la transformation qui s'opère. Et là, waouh, on se dit, c'est fou, quoi. Comment j'ai pu, tu vois, pourquoi je suis pas venue plus tôt, comment c'est possible, tu vois, on peut être étonné, hein, Oh. étonné soi-même des effets. Mm. Mais ouais, complètement. Franchement, tu m'en as appris tellement là, Laetitia. En vrai, ça fait bien. Merci. C'est passé super vite, mais c'est vrai que ouais, je connaissais pas du tout cette thérapie et avec tout ce que tu m'as dit là, mais c'est Ouais. super intéressant et même la partie neurosciences, comme tu as dit, on n'a pas besoin d'être un professionnel. Il y a des petites choses qui sont voilà qu'on peut vraiment comprendre sur Internet très simplement, sans pas aller dans la complexité des choses qui peuvent nous expliquer, bah, comment se déroule le cerveau tout simplement. Mhm. Je trouve ça super, intéressant, super enrichissant. Donc avant de terminer l'épisode, j'ai, une question, pour terminer à te poser qui est pour toi, est-ce que le MDR permet, bah, au final de retrouver plus de liberté intérieure, chez une personne? Ça peut, oui, c'est l'idée. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu as envie de dépasser, bon, moi je prends l'exemple des peurs, des phobies, tu vois, ou enfin voilà, d'événements douloureux, c'est l'idée, c'est qu'à un moment donné, ces peurs, ces phobies, elles nous freinent, tu vois, elles nous freinent dans notre liberté de déplacement, notre liberté de faire certaines choses. Et donc l'idée, c'est de pouvoir retrouver un peu de ça. Après, chacun va avoir des objectifs différents, hein. Certains vont plus aller chercher de l'apaisement avant tout, et cet apaisement va permettre de la liberté. On va rechercher de la sécurité, tu vois, une sécurité intérieure, et ça va te permettre aussi peut-être une certaine forme de liberté, tu vois. Mais l'idée, c'est ça, c'est de pouvoir vivre sa vie comme, une fois de plus, hein, j'en reviens à ce côté philosophique, comme on la souhaite, tu vois, comme on Mmh. en a envie. Et pour moi, on n'est pas, tout n'est pas prédéterminé. Je dis pas que c'est facile, hein, quand on a, bien sûr, on a eu plein de choses, on a eu des épreuves, etc. Je dis pas qu'il faut balayer ça d'un revers de la main, comme en développement personnel, des fois en disant, bah allez, c'est bon, tu peux être heureux maintenant, ça va quoi. C'est pas forcément si simple, ça peut prendre du temps aussi. Et on prend le temps de remettre de la ressource, des fois, sur des choses passées où il y a encore des émotions, des sensations inconfortables, douloureuses.
Mais en tout cas, c'est possible d'aller chercher de l'apaisement, d'aller chercher de la sécurité intérieure. Et effectivement, on n'a pas le pouvoir de changer les autres. Ça, c'est un vrai truc aussi. Ouais. On n'a pas le pouvoir de changer les autres, on ne peut se changer que soi. Ses réactions face aux autres. Il y aura toujours des gens qui vont venir voilà, nous déranger, nous faire des réflexions. On ne peut pas empêcher tout ça, tu vois. Donc l'idée, c'est comment est-ce que j'y réagis. Évidemment, comment je pose mes limites aussi, hein, si j'ai besoin de poser mes limites, si j'ai besoin de m'extraire d'une situation, si j'ai besoin, voilà, bien évidemment. Et c'est aussi ça que ça permet, et c'est dans ce sens-là que ça peut aussi redonner une forme de liberté, tu vois. Mmh. Oui, super important de le dire. Merci beaucoup Laetitia. C'était vraiment, incroyable de t'avoir dans l'épisode parce que tu es la première personne du coup qui aborde ce sujet dans le podcast, donc j'en suis ravie et avant de terminer, je pose toujours la question feel good à mes invités et la question c'est un conseil feel good à partager à nos auditeurs aujourd'hui? Alors déjà, merci Andy, hein, pour le temps que tu m'as donné. C'était très chouette de pouvoir parler de cette méthode que je trouve vraiment très intéressante et très aidante. Et donc, un conseil feel good. Moi, j'ai vraiment envie de parler de mouvement parce que je trouve qu'on est dans des vies très sédentaires. Et simplement, une question à se poser dans son quotidien, est-ce que je suis suffisamment en mouvement? Et quand je dis ça, c'est pas juste d'aller faire, tu vois, 2 heures de sport par semaine. C'est dans ma journée où on est quand même beaucoup sur les écrans, beaucoup à scroller, beaucoup, voilà. Quelle serait la première petite action que je pourrais faire à partir de demain pour être un peu plus en mouvement? Et ça peut être que quand on m'appelle, je vais le faire, tu vois, je vais me déplacer, je vais mettre debout, je vais marcher. Ça peut être que le midi, je vais m'octroyer 10 minutes pour sortir prendre l'air. En plus, au beau jour, c'est plus facile. Tu vois, toutes ces petites choses, ça peut être de faire rouler une balle sous le pied, tu vois, une balle à picot, pendant Oh, que je suis sur j'adore. mon ordinateur. Tout ce qui va permettre à mon corps, parce qu'on est fait pour être en mouvement, vraiment. Et c'est aussi ça qui aide à circuler, à faire circuler les émotions. Donc c'est plutôt ça que j'inviterais à faire, c'est remettre du mouvement dans nos vies très sédentaires. Ah mais c'est tellement important de toute façon, en plus, bah, d'être en mouvement parce que rien que, tu vois, marcher 15 minutes de marche, c'est suffisant. Beaucoup pensent souvent que quand on parle de mouvement, on parle tout le temps d'activité physique, bah, tu vois, comme 2 heures de sport comme tu l'as dit, alors que non, pas du tout. Tu peux faire vraiment des choses vraiment super simples qui te permettent de mouver, de 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 bouger, bouger. Ouais. vraiment, chaque jour, en fait et comme tu l'as dit, rien qu'à la pause déj, prendre 10 minutes, quand il fait beau en ce moment, bah, d'en profiter, d'avoir un peu d'un bain de soleil. Rien que ça fait du bien, ça te met de bonne humeur et ça fait toute la différence aussi, quoi, sur la journée. Exactement. Et comme tu le disais très bien, on peut être sportif et sédentaire. Donc l'important, c'est Mmh. de bouger, d'être en mouvement. Il n'y a pas besoin d'être un fan de sport pour être suffisamment en mouvement. Mmh. Complètement. Merci beaucoup, Laetitia. Est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver et découvrir ton travail pour toutes les personnes qui seront intéressées? Bien sûr. Alors, je suis présente sur Instagram. Alors, le compte, j'imagine que tu le mettras en description, c'est Laetitia, Laetitia, point thérapie au singulier, point podcast. Puisque, comme je disais tout à l'heure, j'ai aussi le podcast Secret de Polichinelle que j'anime depuis 2020. Et donc, on peut aller me retrouver là sur ce compte-là, m'écrire. Et puis, sinon, il y a aussi mon site web. Moi, je serais ravie de répondre à vos questions. Mon site web qui est laetitialeonard.com. Donc, toujours Laetitia. Et j'appelle quand même le nom du site web leonhardt.com. Et là, vous pouvez aussi aller en savoir un peu plus sur ce que je fais, sur mes accompagnements. Pareil, prendre rendez-vous, me poser des questions. Je serais ravie d'y répondre. Et encore un grand merci, Andy. C'était super. C'est passé très vite. Je Et suis ravie de oui, du pouvoir coup, avoir échangé avec toi. mais complètement, c'est ce que je me disais aussi. Je suis mais en fait, c'était tellement intéressant et c'est passé super vite. Là, l'heure, elle est passée super vite. Et c'est pour ça que j'adore faire ce type d'épisode parce que, en fait, c'est tellement intéressant pour les gens et que même pour moi-même, tu vois, que bah, ils vont en apprendre beaucoup. Donc, en tout cas, je l'espère que ça va plaire à tout le monde et qu'ils vont repartir avec beaucoup de conseils pour savoir comment choisir leur thérapie. J'espère aussi que ça les aidera. Non, j'espère aussi que ça aidera voilà, les personnes à choisir en fonction de leurs besoins quand elles ont des peurs, des phobies qu'elles ont envie de dépasser. Merci beaucoup. Complètement. Merci beaucoup, Laetitia, et moi, je te dis à bientôt. Merci, à bientôt, Andy. Ciao. Tu es un professionnel ou un entrepreneur et tu es intéressé par un épisode Feel Good? N'hésite pas à me contacter depuis Instagram à Feel Positive Official ou par email à feelpositiveofficial@gmail.com. On se retrouve bientôt pour plus de Feel Good. À bientôt!